On est extrêmement content d'accueillir Christian Perron aujourd'hui à l'IHU, donc je pense qu'il n'a pas besoin d'être présenté au niveau des actualités. En tout cas, nous on a été marqués par la publication d'une étude observationnelle il y a déjà presque un an avec son équipe, notamment son équipe de jeunes. Et évidemment, il y a eu l'article a été rétracté du préprint et remis. C'était pas du tout un problème de base scientifique, c'était évidemment des pressions qui a fait que le préprint a été rétracté parce que Christian vient de me confirmer et qu'il a été remis en ligne avec une efficacité de l'hydroxychloroquine sur une première étude. Ça date un an à peu près. Un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an, voilà, et qui a finalement été publié sans les jeunes auteurs du départ qui ont eu, voilà. Mais bon, ça remet un petit peu en place le contexte. Depuis, bon, il y a eu un livre, il y a eu d'autres étapes, on ne va pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, on est très content. Merci Mathieu. Et je voulais tout d'abord remercier vraiment de façon très chaleureuse Didier Raoult, que je connais depuis longtemps et que j'admire. C'est pour moi un des plus grands microbiologistes au monde, je n'ai pas honte de le dire. Et puis je vous admire ici tous à l'IHU. Avec vous, je me suis senti moins seul parce que à l'assistance publique, j'avais pas beaucoup de caisses de résonance. En plus, j'ai tous mes copains ici, les Philippe Brocchi, ils s'appellent tous Philippe Parola. On a été ensemble au CNU, le Conseil national des universités. On a passé des très bons moments ensemble, avec un bon niveau scientifique. Et je voulais vous dire, avant de commencer, que pour moi ici, derrière Didier Raoult, avec toute son équipe, avec l'IHU, franchement, je le dis avec mon cœur, vous êtes l'honneur de la médecine, vous êtes l'honneur de la science et vous êtes l'honneur de la France. Voilà, je tenais à vous le dire. Merci. Voilà, donc Mathieu m'a invité gentiment pour, suite à deux publications, il s'est trouvé que c'était un peu coup sur coup. Donc une lettre dans le New England Journal of Medicine et puis une publication sur la... On a essayé de réanalyser la méta-analyse dite Fiolet. Cette méta-analyse qui a fait un relais colossal dans les médias et qui a enterré, soi-disant, parce qu'elle n'est pas enterrée, l'hydroxychloroquine. Alors je pense que j'appuie là-dessus. Voilà. Donc voilà la lettre du New England. Donc je commencerai par... cette lettre du New England, c'est pour montrer qu'il y a eu vraiment des problèmes méthodologiques majeurs dans l'étude Recovery, qui était la grande étude britannique qui devait donner la solution finale et qui est une étude internationale. Il y a même des équipes françaises qui ont participé. Donc même si une lettre c'est modeste, c'était pour montrer que il y avait des gros soucis. Alors cette étude britannique Recovery, il y a eu un énorme problème de surdosage de l'hydroxychloroquine. Moi je dois dire que quand j'ai vu l'étude arriver, j'ai sauté de ma chaise. J'ai dit mais comment on peut donner 2400 mg, c'est-à-dire 12 comprimés de plaquenil en un jour. La dose mortelle est un peu plus élevée, mais quand même c'est quand même risqué. Puis après 800 mg par jour pendant 9 jours, donc il y a presque 10 grammes de dose totale pendant le traitement, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de la médecine. Alors pour rappeler, il n'y a pas forcément besoin quand on traite des infections. Moi j'ai beaucoup d'expérience avec l'hydroxychloroquine que j'utilise dans le Lyme chronique ou dans d'autres situations. Vous avez l'expérience avec Coxiella burnetii. L'hydroxychloroquine n'est pas seulement un anti-inflammatoire, un immunomodulateur, c'est aussi un anti-infectieux puissant qui va agir dans le phagolysosome, qui va fragiliser la paroi des bactéries. On sait que ça marche sur la tuberculose. Ça n'a jamais été utilisé en pratique clinique, mais il y a des publications anciennes. Il y a un monsieur Kroll aux États-Unis, quand j'étais tout petit à l'INSERM, que je commence à travailler sur l'hydroxychloroquine et les mycobactéries. J'ai le souvenir de ces publications. Didier Raoult, avec beaucoup de génie, a repris ça pour la fièvre Q. On voit que avant, moi j'ai le souvenir quand j'étais interne, même au début de mon clinica, où les malades qui avaient la fièvre Q chronique, ils bouffaient tous les jours des tonnes d'antibiotiques pendant 3 ans et la Coxiella, elle était toujours présente dans le cœur. Et grâce au plaquenil, elle disparaissait. Donc voilà, ça agit aussi sur la borrelia de la maladie de Lyme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydroxychloroquine se concentre énormément dans le phagolysosome. Et moi, j'avais le souvenir, parce que c'est ce qu'on a mis dans la lettre du New England, c'était un souvenir ancien d'une publication ancienne, on disait que ça se concentre 1500 fois. Et j'avais pas revu la littérature récemment, mais même en 2020, il y a un auteur qui a dit que ça peut se concentrer jusqu'à 50 000 fois dans le phagolysosome. Alors, sur cette histoire de l'étude Recovery, c'était un petit peu époustouflant parce que ils ont cité un document de l'OMS pour justifier leur dose. On verra qu'après le document a disparu.
Mais quand on lit le document de l'OMS original, alors c'est surtout sur la chloroquine, parce que l'hydroxychloroquine, il y avait moins de données. La dose mortelle, c'est 50 mg kg pour la chloroquine base, 65 mg kg pour le sulfate, 80 mg kg pour le phosphate, donc grosso modo entre 3 et 5 grammes selon le poids. L'hydroxychloroquine, il y a moins de données, mais on sait tous, hein, c'était même dans le livre Recettes pour se suicider, ce livre qui a été retiré, je dirais pas là. Pardon, j'ai pas de Covid. Je dirais pas la recette parce que je sais que les étudiants en ce moment sont déprimés. Malheureusement, j'ai des témoignages très précis, proches d'étudiants qui sont suicidés ces derniers jours. Donc le suicide, c'est quelque chose qui me bouleverse actuellement pour nos jeunes. Mais je sais que la chloroquine, c'est utilisé pour suicider. Et d'après les chimistes, le sulfate d'hydroxychloroquine, la dose mortelle, c'est 65 mg kg. Et alors quand on regarde maintenant les doses recommandées par l'Agence du médicament, agence très, très respectable, la dose de l'AMM, c'est 1 à 2 comprimés de plaquenil et maxi 3 comprimés. On peut faire pendant une période limitée, mais pas au long cours. Donc on est très loin des doses qui ont été utilisées. Alors, avant l'étude Recovery, il y a des Brésiliens qui ont joué un peu avec le feu. C'est la fameuse étude de Borba qui a été publiée sur medRxiv. Et après, je n'ai pas trouvé la publication finale. Je pense qu'ils l'ont retirée discrètement. Et alors, ils utilisaient la chloroquine, pas l'hydroxychloroquine. Et vous voyez, dans le bras à dose forte, ils utilisaient 12 grammes de chloroquine par jour. Non, 12 grammes total. Hein, c'était 1200 mg par jour. Donc, sur 10 jours, ça faisait 12 grammes. Un petit peu plus que Recovery, mais ce n'est pas une grosse différence. Alors après, ce qui m'a interpellé, c'est qu'ils ont fait un bras contrôle faible dose. La faible dose était déjà au-delà de la dose maximum autorisée, à 450 mg par jour pendant 5 jours. Alors, ils ont inclus à peu près 80 patients et, aux surprises, ils ont eu pas loin de 40% de décès. C'est quand même absolument énorme. Voilà. Alors après, passons à Recovery. Quand j'ai vu l'étude, j'étais tellement estomaqué par cette dose que Xavier Zalbert, qui est journaliste mais qui est aussi un PhD, qui est un scientifique, m'a dit je vais interviewer le professeur Martin Landray, qui est professeur à Oxford. Il est connu dans son milieu, un professeur respectable. Et il lui demande pourquoi vous avez utilisé cette dose-là. Voilà la question, y a-t-il un dosage maximum pour l'hydroxychloroquine en Grande-Bretagne? Et là, Martin Landray pédale un peu dans la choucroute et puis il dit faut que je vérifie, il est bien plus important que 2400 mg, je crois que c'est 6 ou 10 fois plus, soit 14,4 à 24 grammes. Alors que la dose maximum, c'est 600 mg. Donc quand on se dit qu'un grand professeur d'Oxford, qui est investigateur principal d'une grande étude internationale, qui a inclus des patients en France, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il sort d'où? Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe? Et alors après, la dose d'hydroxychloroquine dans Recovery, elle s'est utilisée dans la dysenterie amibienne, et il dit même que c'est d'après un rapport de l'OMS. Alors moi, je vais revenir, c'est totalement faux. Et puis en plus, ce qui est interpellant, c'est que dans l'étude, il y a un patient sur 4 admis à l'hôpital qui est décédé. Donc, alors pour l'histoire de la MIB, là j'étais estomaqué parce que déjà quand j'étais externe à Claude Bernard dans les années 70, le temple des maladies infectieuses qui a été démoli malheureusement, que Didier Raoult a connu, ou les anciens maîtres, ça faisait longtemps qu'on n'utilisait plus la chloroquine dans l'amibiase parce que peut-être que des vieux tropicalistes avaient essayé mais ça ne marchait pas. Et ça n'a jamais été recommandé. Et je pense que les professeurs d'Oxford, peut-être qu'ils ne connaissaient pas bien l'infectiologie, ils ont confondu l'hydroxychloroquine, c'est le plaquenil, et l'hydroxyquinoléine, qui est l'intétrix. C'est pas tout à fait la même chose, puisque l'intétrix, c'est le traitement de la libiase intestinale, pas hépatique bien sûr. Alors, c'est un mélange de thyliquinol et de thylbroquinol. Mais vous voyez, la posologie officielle de l'intétrix, c'est 4 gélules par jour, donc c'est 200 mg par jour de chaque produit, c'est pas les grammes qu'ils ont donnés. Waouh, quand on voit ça, on se dit, oh là, ils sont bons, hein, les mecs. Hein, bon. Alors, Recovery, donc 2400 mg d'hydroxychloroquine, c'est un produit très différent. Et en plus, quand on vérifie, l'OMS, ils ont dit que c'était l'OMS qui avait dit, mais l'OMS n'a jamais recommandé une telle dose de l'un ou l'autre de ces médicaments dans une quelconque maladie.
Quand je vois ça, je dis bravo la science. Hein. Alors les inclusions, ils ont inclus 11 000 patients, superbe étude. Alors il y a eu plein de bras, il y avait le Caletra, la lopinavir, ritonavir, dexaméthasone, tocilizumab, plasmate convalescent, hydroxychloroquine, azitro. C'était quand même des patients qui étaient tous hospitalisés, âgés, et beaucoup de comorbidités par rapport aux patients qu'on voit couramment. Il y avait plus d'un quart de diabétiques, de cardiopathes, et beaucoup de patients atteints de maladies respiratoires de base. Et 76% des patients étaient sous oxygène. Donc c'était des patients lourds hein, quand même. Alors, en plus, alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'à Oxford, ils n'avaient plus de budget, ils ont un bug de photocopieuse. Mais entre les versions 2 et 3 du protocole, il y a 25 pages qui ont disparu. C'est un détail hein. Dans 12 pages de référence. Parce qu'évidemment, il commence à y avoir des polémiques dans les médias sur leur surdosage, etc. Donc, ils font mention d'un modèle pharmacocinétique pour justifier la dose d'hydroxychloroquine, mais le modèle, il n'y a aucune donnée dans leur protocole. Et puis, le lien vers l'OMS qui avait été mentionné au début, mais en fait, l'OMS disait que c'était des doses toxiques, il a été supprimé. Parce qu'on a résumé ça en 10 lignes dans le New England, mais c'est le fond du problème. Alors, pour vous montrer un petit peu les étapes, le 7 avril, par magie, le critère principal de jugement va changer. Au début, ils voulaient évaluer la mort à l'hôpital, ça devient la mort à 28 jours. C'est pas du tout pareil. Et il n'y a pas de divulgation du temps écoulé avant le décès. Parce que s'ils donnent une dose toxique, vous me dire 2,40 g, la dose toxique, c'est à partir de 3 grammes. Bon, à quelqu'un de jeune en bonne santé qui a le Covid, il va résister, mais quelqu'un d'âgé qui a plein de comorbidités, qui a plein d'autres facteurs d'avoir le QT long, qui est hypokaliémique, insuffisant rénal, je ne sais pas quoi, peut-être que déjà 2,40 g, ça peut être mortel. On ne sait pas, mais on ne saura jamais puisque les données de mortalité dans les 48 premières heures ont été supprimées, ne sont pas disponibles. Donc y a-t-il eu surmortalité précoce dans le groupe hydroxychloroquine? On ne le saura jamais. Et en plus, on voit que cette étude a beaucoup de problèmes méthodologiques puisqu'on s'aperçoit que 11% des patients inclus dans le bras hydroxychloroquine n'ont pas reçu de traitement. Donc tout ça fait que cette étude finalement n'a pas beaucoup de sérieux. Même si c'est Oxford, j'ai beaucoup de respect pour l'université d'Oxford. Alors, les résultats, on s'y attendait, c'est que ça ne marche pas. Il y a beaucoup de morts dans tous les bras. Mais on voit quand même que la mortalité est supérieure à celle d'autres études ou statistiques. Alors, je cite ici Rosenberg, qui est une étude dans le JAMA, ils avaient 12,7% de mortalité. Les statistiques françaises de létalité de l'époque, parce que maintenant, la létalité, ça ne veut plus rien dire. Au mois de juin, au mai-juin, ça avait de la valeur parce que comme on ne faisait pas trop de PCR, c'était des diagnostics surtout cliniques, validés chez beaucoup de malades par la PCR, mais avec ces tests PCR qui ne veulent rien dire dans certains cas, on ne peut plus calculer une létalité fiable. À l'époque, c'était 18,1, je crois que le record en France, c'était 18,5. Bon, comme toujours, les Bouches-du-Rhône, nous avaient été en avance, hein, c'est bien. Donc finalement, pour finir avec cette étude recovery, on voit qu'ils ont utilisé une overdose, potentiellement toxique, avec des patients très âgés, très fragiles, beaucoup de comorbidités, beaucoup de problèmes cardiaques de base, avec un taux de décès très élevé. Bon, c'est pas avec ça qu'on va y voir clair avec l'hydroxychloroquine. Alors, les tentatives d'enterrement de l'hydroxychloroquine, c'était pas la seule, hein. Vous l'avez vu ici. Déjà le 22 mai, l'étude MERA dans le Lancet, 96 000 malades. L'hydroxychloroquine est inefficace et dangereuse. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, mais regarde Christian, tu es complètement fou, tu dis que l'hydroxychloroquine marche, regarde le Lancet, la plus grande revue du monde, 96 000 malades. Puis moi je lis l'étude. Il n'y avait même pas le nom des médecins, le nom des hôpitaux. Il y avait les mêmes facteurs de risque dans tous les pays du monde, les mêmes taux d'obèses au Sénégal, à New York, en Australie. Puis même le gouvernement australien qui dit c'est bizarre parce qu'il y a plus d'études que plus de patients en Australie qu'on en a dans nos registres nationaux. On cherchait l'erreur. Bon. Donc, grâce à ça, le ministre de la Santé français fait interdire l'hydroxychloroquine en ville et la restreindre beaucoup à l'hôpital.
il y a quand même les petits Indiens qui ne sont pas idiots, l'Indian Council of Medical Research, qui alerte l'OMS en disant mais attention, recovery, c'est une dose quand même qui est très élevée. Finalement, heureusement, la fraude de l'article du Lancet est avérée. Et ce qui est très curieux, parce que vous avez vu, il y a eu un groupe de scientifiques internationaux, d'ailleurs mon doyen Gilali Annan avait co-signé, avait demandé à Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, de donnez-nous les papiers d'analyse des reviewers de l'article pour qu'on voit. Il n'a jamais répondu. Donc on peut se demander s'il y a même eu un reviewing, j'en sais rien du tout, il faut demander à Richard Horton, mais il n'a pas répondu. Alors après, il y a eu l'histoire du New England, parce que le même Mera et son équipe avaient dit que l'hydroxychloroquine était très dangereuse pour le cœur. Ça a aussi été rétracté, parce que c'était frauduleux. Et puis finalement, Recovery annonce la suspension des essais avec l'hydroxychloroquine pour non-efficacité et taux de létalité important. Donc là, on est mal barré, parce que voilà, un médicament qui ne marche pas, qui tue. Alors, ça, c'est le deuxième article qu'on a publié ces derniers jours, presque en même temps que le New England. On a cherché à réanalyser la méta-analyse de Fiolet et collaborateurs. Alors, ce sont des jeunes médecins, dont un interne de Bichat, maintenant qui est jeune chef de clinique chez Yazdan Pana, et les autres sont suisses, qui avaient fait cette étude. Alors, je parle un petit peu en général des méta-analyses. C'est pas parce que je suis à Marseille et que j'aime bien Didier, mais je dois vous rendre hommage. C'est quand même, Marseille a été pionnier dans les méta-analyses sur la Covid-19 et la chloroquine. Donc avec notamment cette étude de Mathieu et puis Philippe Gautret et toute votre équipe, c'était mis en ligne dès le mois de juin, même si la version papier, on l'a attendu plusieurs mois, mais dès le mois de juin, vous aviez alerté sur cette efficacité. On voit là toutes ces barres vertes qui montrent qu'il y a quand même une grosse tendance en faveur de l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Alors, il y a même l'analyse des conflits d'intérêts, ce qui peut être intéressant aussi. Donc voilà, on voit toutes les tendances qui s'affichent. Et je ferai que citer la conclusion de l'article. En conclusion, une méta-analyse démontre que les dérivés de la chloroquine sont efficaces pour améliorer l'aspect clinique virologique et, de façon plus importante, réduire la mortalité par un facteur 3 chez les patients atteints de la Covid-19. Donc, voilà. Alors, l'article qui vient de sortir, j'ai travaillé avec des collègues pour revoir cette méta-analyse, qu'on appelle la méta-analyse Fiolet, finalement, qui disait, alors c'est analyser l'hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine sur la mortalité. Ils ont présélectionné 31 études, ils en ont retenu 17, et ils concluent à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, la dangerosité de l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Et si vous vous souvenez, quand l'étude est sortie, ça a été un orage médiatique. Tous les médias ont dit, ça y est, la chloroquine est enterrée, Raoult est un fou, Perron est un fou. J'aime bien être fou avec toi, Didier. Voilà. Et c'était vraiment une explosion médiatique. Alors, voilà la méthode quand on a revu cette étude. On a revu 31 études qui étaient présélectionnées par Fiolet. Alors, moi, je ne suis pas méthodologiste, alors je prétends pas tout maîtriser parce que j'ai travaillé avec des vrais méthodologistes très solides, mais moi, j'essaie comme clinicien de comprendre. Mais il faut savoir que le calcul du hazard ratio, le HR, était combiné selon le modèle des méta-analyses à effet aléatoire et effet fixe. En fait, en médecine, on fait toujours des méta-analyses à effet aléatoire. C'est un peu dans l'industrie qu'il y a des méta-analyses à effet fixe. Effet fixe, c'est-à-dire que quasiment, il y a rien qui puisse faire varier quelque chose, alors qu'aléatoire, en médecine, tout est aléatoire. Donc, c'est plutôt aléatoire en médecine. Avec un rétrocalcul de la variance de chaque étude à partir du HR ajusté, son intervalle de confiance à 95%. Alors, cette méthode permet, contrairement à celle du log-rank, d'utiliser directement le HR ajusté sans nécessité d'avoir une hypothèse sur le taux de mortalité attendu, ce qui a été fait dans la méta-analyse Fiolet. Alors, on a quand même utilisé le log-rank pour le calcul des variances
en suivant, alors, du coup, il faut donner un chiffre, on a suivi l'hypothèse de Fiolet, qui était d'une mortalité attendue de 26%. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, juste un petit détail sur le hazard ratio, qui est le ratio des risques, parce que tout le monde n'est pas familier avec la méthodologie. Le HR, c'est le rapport des risques instantanés dans le groupe traité divisé par le risque dans le groupe contrôle. Et en général, le HR n'est pas constant, c'est une fonction du temps. C'est important dans l'appréciation globale. Et donc le HR est différent du risque relatif ou le rapport des cotes qui est l'odds ratio, parce que les risques relatifs et odds ratio sont cumulatifs sur l'ensemble de l'étude en utilisant un critère de jugement déjà défini, alors que les HR représentent un risque instantané pendant la période de l'étude ou pendant une fraction de cette période. Donc, c'est un peu technique, je suis désolé, mais du coup, les hazard ratios sont beaucoup plus résistants aux biais de sélection. On va voir que ça, c'est un problème important dans les méta-analyses, et peuvent indiquer des risques qui surviennent avant le critère de jugement principal. Donc finalement, dans la méta-analyse, même si tout n'est pas détaillé, on a fait 4 sous-méta-analyses. On a revu les 31 études présélectionnées par Fiolet. Alors on a exclu Couderer parce que c'était un doublon avec une autre étude. Sur les 17 études retenues par Fiolet, sur les 11 études que nous avons jugées pertinentes, et sur les 11 études non biaisées, plus 2 études défavorables pour se mettre dans des situations un peu difficiles. Alors, juste pour informer, même si cette étude a été faite longtemps après la prépublication de Fiolet qui était au courant de l'été, on n'a pas pris en compte, par honnêteté, les études qui sont publiées après, qui vont plutôt dans le sens de l'hydroxychloroquine, mais on a juste voulu se mettre dans les mêmes conditions que les auteurs. Alors, sur les 31 études présélectionnées, on a beaucoup de désaccords sur la présence ou pas de biais, et je vais redétailler un petit peu les principales sources de biais. Mais vous voyez, sur les 18 études jugées non biaisées, 12 ont des biais manifestes, on va voir lesquels. Et sur les 13 études jugées biaisées, 7 sont dépourvues de biais significatifs et n'ont aucune raison d'être exclues de la méta-analyse. Ça paraît de la cuisine, mais c'est très important. Donc là, je viens tout de suite au résultat, après je vais vous détailler tous ces biais et tout ça. Quand on refait l'analyse de tout ça, eh bien on voit que l'hydroxychloroquine, tiens, aux surprises, ça marche à 55% pour la réduction de la mortalité, et quand on associe avec l'azithromycine, c'est 66%. Bon, moi ça ne me surprend pas, ça ne vous surprend pas, mais c'est bien de pouvoir le mesurer. Alors, pour la toxicité, ici j'ai cité quelques exemples d'articles qui ont été cités dans la méta-analyse pour dire que ces médicaments étaient toxiques. Alors, il y a l'étude de Bessières, finalement, 40 malades en réanimation. Il y a des allongements de QT chez 14 patients, mais bon, il n'y a pas eu de problème. Après, l'étude de Rosenberg est très contestable parce qu'ils ont dit que le risque relatif était de 2,13 pour faire un arrêt cardiaque avec hydroxychloroquine plus azithromycine. Mais les auteurs eux-mêmes reconnaissent que les malades qui étaient traités étaient beaucoup plus graves que les pas traités. C'est quand même un petit biais dans une étude comparative. Certains malades hospitalisés, il y en a qui ont été hospitalisés 24 heures, puis on n'a plus de nouvelles. Alors, ça peut vachement changer les chiffres, parce que s'ils sont partis ailleurs, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et le délai est souvent très court entre l'hospitalisation et le passage en réanimation, souvent concomitant du début de l'hydroxychloroquine. C'est le malade, il va aller voir le docteur Louis Fouché à l'hôpital de la Conception, et puis il prend le comprimé de plaquenil avant de traverser la rue, et puis pof, il fait une forme grave. Donc tout ça, c'est des biais majeurs qui doivent vraiment poser des questions sur la validité scientifique de cette étude. Alors si on regarde maintenant, il y a des grosses bases de données de l'OMS qui ont suivi c'est un chiffre impressionnant, 167 000 patients qui ont des maladies chroniques, auto-immunes, aussi probablement des maladies. Vous savez que l'azithromycine est donnée au long cours par des pneumologues dans les transplantations, dans les maladies respiratoires chroniques. Ils ont analysé tout ça, la toxicité cardiaque, à la fois l'hydroxychloroquine seule, l'azithromycine seule, l'association des deux. Et vous voyez que finalement, il y a eu, effectivement, il y a un risque de 2,5, mais la fréquence est très très rare quand même. 0,3% pour l'hydroxychloroquine, 0,8% pour l'azitro, 1,5% pour l'association.
Alors surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est des gens qui prennent ça pendant des mois et des années. C'est pas juste 5 ou 10 jours de traitement pour une maladie aiguë. Hein. Parce que moi, j'en ai vu des accidents cardiaques au cours de, vous avez dû en voir aussi au cours de l'épidémie de Covid. Voilà, la vraie grosse épidémie qu'on a eue en mars-avril. Des gens avaient des problèmes cardiaques quelquefois importants. Je sais que des collègues ont vu des infarctus du myocarde, des problèmes cardiaques. C'était pas très fréquent, mais quand même il y en a eu. Moi, je sais que je connais un médecin qui m'avait appelé, qui ne s'était pas traité. Il me rappelle 2 jours après en me disant: je suis aux urgences cardiologiques d'un grand CHU parisien, je fais une tachycardie ventriculaire. Il n'avait pas pris un poil ni d'hydroxychloroquine ni d'azithromycine. Et on sait que la Covid pouvait donner des pathologies cardiaques graves. Et malheureusement, quand c'était dans le groupe non traité, personne n'en parlait. Si par hasard ils avaient pris un comprimé de plaquenil ou d'azitro, c'était la faute du plaquenil ou de l'azitro. Et ça, c'est important parce que ça n'a pas été bien étudié. Et je sais par des cardiologues, même Philippe Douste-Blazy, qui est cardiologue, qui a des copains cardiologues, me l'a dit, il a eu des amis cardiologues qui ont témoigné de l'observation d'atteintes cardiaques graves, dû uniquement au virus et pas au traitement. Voilà. Alors, dans l'analyse de la toxicité, finalement, sur les 31 études présélectionnées par Fiolet, il y en avait que 5 qui donnaient vraiment des informations quantitatives sur la toxicité potentielle. Finalement, quand on regarde, il n'y avait aucun problème de mortalité. On a eu des allongements de l'espace QT, mais vous en avez eu ici à l'IHU aussi. Mais vous n'avez tué personne, à ma connaissance. Et il y a sans conséquence, et rarement l'arrêt du traitement. Je sais que dans votre publication, vous avez signalé quelques rares cas d'arrêt de traitement par sécurité, mais voilà, donc toutes ces données sont vraiment très rassurantes. Alors maintenant, je vais analyser un petit peu les biais dans la méta-analyse Fiolet rapidement. Je n'ai pas le temps de balayer toutes les études en détail. D'abord, une diapo sur les études non randomisées, puis après les études randomisées. Par exemple, Le Cronier et al., l'étude avait été écartée car tous les bras ont reçu, je ne sais plus, un traitement très court dans les 2 bras de Kaletra au début. Mais à la limite, on s'en fout parce qu'après, c'était randomisé. Donc, l'exclure était un petit peu bizarre. Alors, il y a 3 études, Luo, Magagnoli, Singh. Là, clairement, l'hydroxychloroquine a été donnée qu'aux formes les plus graves. Donc, c'est difficile de faire une méta-analyse là-dessus. En plus, dans Luo, il n'y avait pas de dose renseignée. Maeva, seulement 10% des patients ont reçu l'hydroxychloroquine au-delà de 48 heures. Difficile de se faire un jugement. Rivera, l'hydroxychloroquine est donnée 10 fois plus en ordre ratio ajusté aux patients hospitalisés qu'aux patients ambulatoires et 6 fois plus pour les patients en réanimation. Donc c'est des énormes biais déjà au départ de l'étude. Alors Rosenberg, je l'avais cité pour la toxicité. Ils avaient enregistré près de 8000 patients. 70% sont éliminés par tirage au sort. Bon. Parce que comme vous n'avez pas beaucoup de données, il fallait aller vite. Et sur ils en gardent 2360. Et il y en a 887 qui sont éliminés pour donner un complète de leur dossier. En plus, c'est des patients pas consécutifs, donc il y en a qui n'ont pas bénéficié, par exemple, des traitements anticoagulants ou voire de la cortisone au début, d'autres qui ont été mieux pris en charge à la fin. Donc, c'est très difficile d'y voir clair. Et Wang, il ne distingue pas les patients hospitalisés ambulatoires. Alors, ce qui est amusant dans l'étude de Wang, on voit que dans le Bronx, c'est 5% de mortalité, puis dans les banlieues de New York à côté, c'est beaucoup plus élevé. Donc c'est vrai que le Bronx, c'est génial. Hein, mais quand on regarde toutes ces... on reviendra après sur les études randomisées. Alors pour les études randomisées, les 3 qui ont été vraiment mises en avant dans la méta-analyse Fiolet, Cavalcanti, patients hospitalisés ambulatoires étaient mélangés. La chloroquine, ce n'était pas le critère principal, et la mortalité des témoins plus faible que dans la littérature. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais des hasards de ratio un peu aberrants. Orbis et recovery, donc c'était vraiment un surdosage potentiellement toxique de l'hydroxychloroquine. Dans le problème de recovery, il y avait tellement de malades, ils avaient une variance faible. Cette étude a eu un poids statistique important dans la méta-analyse. Alors, Skipper, 400 ou plus patients inclus, 14 étaient hospitalisés, forme clinique le plus souvent bénigne, suivie à distance, avec aussi un hasard ratio aberrant. Alors, ces histoires de... Moi, j'ai le souvenir, elle n'est pas citée là, mais il y avait une étude chinoise, au tout début de l'épidémie, qui avait randomisé, qui avait dit la chloroquine ne marche pas.
ben, quand on lisait bien l'étude, ils avaient randomisé et démarré les traitements en moyenne à la 3e semaine d'évolution de la maladie. Donc c'était que des formes bénignes, ils étaient tous en train de guérir, on les randomise, pas de différence. Bon, moi ça me surprend pas. En plus c'est une étude purement virologique, mais il y avait quand même un petit versant clinique dans l'étude qui était apparu sur medRxiv, et quand l'article définitif est paru, le rédacteur de la revue médicale avait demandé à supprimer ce paragraphe qui montrait quand même, bien que ce soit tardif, il y avait un avantage à l'hydroxychloroquine. Donc c'est pour ça que faire des méta-analyses comme ça, sans regarder chaque étude une par une, ça ne veut rien dire. Alors en plus, bon, Fiolet et collaborateurs n'ont pas eu accès à des données essentielles, la sévérité, la dose, la durée de traitement dans beaucoup des études, donc c'est difficile comme ça de faire des conclusions. Alors en discussion, finalement, ils ont émis beaucoup de critiques sur les méta-analyses précédentes. Ils ont souligné la non prise en compte des sources d'hétérogénéité. C'est pourtant le principal reproche qu'on peut faire à la méta-analyse Fiolet, qui n'a pas du tout pris en compte cette hétérogénéité. Et en plus, ce qui est surprenant, c'est que si on veut être de fervents admirateurs de Fiolet collaborateurs, eh bien, ils ont montré que l'hydroxychloroquine marchait. C'est significatif, P inférieur à 0,01. Moi, je suis nul en statistiques, mais P inférieur à 0,01, c'est significatif. Bon, 17%, c'était peut-être un peu biaisé, mais ils ont montré que ça marchait, ils ont conclu que ça ne marchait pas. Bon, c'est bizarre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les méta-analyses, c'est compliqué. Il y a l'influence majeure des biais d'analyse. L'hétérogénéité des populations très différentes, ça va tout changer. L'âge, la présence ou non de comorbidité et la variation des pratiques cliniques d'un site à l'autre, parce que peut avoir le même traitement, la même dose, mais il y a des services qui, par exemple, vont bichonner les malades, vont adapter les traitements, mettre les anticoagulants et tout ça, puis d'autres services, ça va être fait dans de moins bonnes conditions. Alors, dans l'idéal, les groupes de patients doivent être bien définis, homogènes, avec des pratiques cliniques semblables. Quand on voit toutes ces études diverses et variées, ça ne répond pas trop à ces critères. Alors, normalement, ça permet de mesurer ce qu'on appelle l'effet moyen du traitement dans les méta-analyses, l'Average Treatment Effect, ATE. Mais ce que je vous disais, pour un groupe de patients, pour un autre établissement, l'ATE peut être différent, avec la même molécule à la même dose. Si dans un centre, on soigne que des personnes de 90 ans et l'autre des jeunes sportifs de 25 ans, on ne va pas avoir le même résultat, etc. Alors, l'importance du modèle de méta-analyse à effet aléatoire, mais en fait, en pratique, en médecine, c'est que des méta-analyses aléatoires. Ça permet d'approcher donc cet effet moyen du traitement réel pour tous les groupes de patients et pour tous les établissements. Et surtout, une erreur grave en méta-analyse, c'est de ne pas mélanger tous les groupes de patients avec toutes les pratiques de différents établissements, parce qu'on va avoir une espèce de moyenne qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc finalement, c'est ça, le résultat nul ou nocif global d'un traitement dans une méta-analyse n'exclut pas que le traitement ait super bien marché dans certains groupes de patients ou dans certaines institutions. Et par exemple, initiation du traitement dès le début de la prise en charge, parce qu'on voit qu'il y a des études où dès que les gens arrivaient, ils avaient quasiment la chloroquine sur leur table de chevet immédiatement à l'arrivée, et d'autres, il fallait qu'ils attendent 15 jours pour avoir le traitement. Et les comédications appropriées, par exemple les anticoagulants, ça peut être aussi la cortisone s'ils sont à un stade un petit peu sévère. Alors les conclusions pour Fiolet, quand on réanalyse tout ça, bon, c'est vrai qu'on n'a pas pris exactement les mêmes études, selon des critères un peu différents, mais on retrouve une efficacité nette de l'hydroxychloroquine, seule ou associée à l'azithromycine. Et ça montre que finalement, la tolérance a été bonne, donc il n'y a pas eu de problème cardiaque particulier. Alors, une méta-analyse s'est fait à un moment donné. Ce qui est bien dans des épidémies qui durent comme ça, c'est d'essayer de faire des méta-analyses en temps réel. Ce que vous avez commencé à faire à l'IHU, parce que l'IHU est toujours en pointe, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça, bravo. Donc voilà, vous aviez publié, c'était au mois d'août, cette méta-analyse. Et alors après, il y a beaucoup de méta-analyses dans le monde. Ici, je vous cite le site hcqmeta.com. Alors,
L'avantage de ce site, c'est qu'il y a énormément de publications. Il y en a plus de 200 actuellement. Quand on regarde globalement toutes les études, on voit qu'il y a beaucoup plus de vert que de rouge, donc c'est en faveur plutôt de l'hydroxychloroquine. Alors sur le traitement précoce, on voit que tout est vert. Là, c'est représenté de façon plus jolie ici. Donc ça veut dire que quand on fait un traitement précoce par l'hydroxychloroquine, avant que les gens soient... on leur dit restez à domicile, prenez du Doliprane, et quand vous étouffez, vous appelez le SAMU dans 15 jours. Si on les traite tout de suite, eh ben, ça marche très très bien. En traitement tardif, on pourrait dire c'est trop tard, il faut quand même le donner, parce que ça peut quand même encore marcher. Alors, il y a toujours cette discussion, est-ce que l'hydroxychloroquine c'est un antiviral, est-ce que ça agit sur des co-infections bactériennes, est-ce que ça agit sur l'inflammation, l'immunité, on s'en fout un peu à la limite. Bon, on voit que ça peut encore agir même à un stade tardif, même si c'est moins évident. Prophylaxie pré-exposition, c'est intéressant, on voit que la majorité des études sont en faveur. Prophylaxie post-exposition, là ça marche très bien aussi. Alors on peut me dire, oui mais toutes ces méta-analyses, on fourre tout, là il y a 200 études, il y en a quelques-unes qui sont très mauvaises, c'est possible. Mais quand je discute avec des méthodologistes, ils disent oui, il y a à boire et à manger dans toutes ces études, mais la big data sur 200 articles va corriger les biais statistiques, favorables ou défavorables, parce que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Quand il y a beaucoup d'études, ça finit par s'annuler sur le plan mathématique, et ça permet à un signal d'efficacité d'émerger. Alors il y a toujours des biais systématiques qui vont persister, mais plus on va avoir d'études, plus ils vont s'estomper. Je fais la comparaison avec les essais cliniques. Dans un essai clinique, tout le monde sait que il y a beaucoup de biais aléatoires selon les patients, les centres, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que dans les études, on vous demande de mettre des centaines, des milliers de patients pour essayer d'aplanir ces biais. Mais c'est le même raisonnement en méta-analyse. Donc, je suis d'accord que ce site, c'est pas parfait sur le plan scientifique, mais quand on voit qu'au fil du temps, plus il rentre d'études, plus ça va dans notre sens, plus ça a du sens sur le plan scientifique. Alors, en plus, il peut y avoir des biais délétères qui peuvent être introduits, comme le surdosage dans Recovery. Alors, voilà, ça c'est la conclusion récente. Vous voyez, c'est le 15 février, parce qu'il l'ajuste régulièrement. La chloroquine est efficace. Alors, vous voyez, le petit P, il y a tellement de zéros que... je sais pas, je pense qu'il y a des autorités de santé qui ont du mal à voir les zéros dans les lignes. Que le traitement est le plus actif, précoce et le plus actif. 100% des études montrent un effet positif. Les études randomisées pour les traitements précoces, la prévention, etc., c'est super significatif. Donc il y a une évidence que ça marche. Voilà, donc ça s'est actualisé régulièrement, mais ça va totalement dans le sens que ce que l'IHU avait déjà dit il y a plusieurs mois. Alors en conclusion, finalement, on voit que pour les méta-analyses, c'est pas que la méthode statistique elle-même qui est importante, c'est de vérifier les données qu'on rentre dans la machine et tenir compte des biais. Et finalement, on constate que l'efficacité de l'hydroxychloroquine seule ou associée à l'azithromycine, eh bien, elle est établie et que dans l'ensemble, c'est bien toléré et qu'il n'y a pas eu de problème cardiaque. Bon, il faut être prudent, bien sûr. Moi, j'ai vu déjà que les hypokaliémies, quelquefois dû à des vomissements, de la diarrhée, mais quelquefois dû à des tubulopathies induites par la Covid-19. Bon, il faut faire gaffe aux autres médicaments qui allongent le QT, etc. Mais vous avez été prudent, vous avez demandé l'avis de votre cardiologue et vous n'avez pas eu de problème non plus. Hein. Voilà. Et puis, pour terminer, je voulais vous dire bravo. Alors ça, c'est Natacha Raoult qui m'a envoyé à ma femme cette photo. Donc, voilà. Je voulais vous rendre hommage parce que pour moi, vous avez été vraiment un apport important pour la vérité scientifique et surtout pour remettre le malade au centre de tout ça. Parce que les malades, il faut les soigner. Et ça, là, je suis entièrement en phase. Je sais qu'avec Didier, on s'entend très bien là-dessus, même si de temps en temps, on n'est pas d'accord sur certains trucs. Mais le malade doit être au cœur de ce qu'on fait. Et il ne faut pas tomber dans une espèce de science qui a complètement déraillé, qui nous raconte des choses qui n'ont pas de valeur scientifique. Donc, merci à Didier, merci à toute son équipe et merci à vous tous à l'IHU. Ça m'a fait un grand plaisir de venir aujourd'hui vous voir.